On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de ma E36. On a encore pas mal de taf sur la E30, mais la E36 aussi a le droit à une petite remise en forme vu qu'on va bientôt reprendre les roulages. On a quelques petits trucs à faire dessus, dont un où ça fait vraiment longtemps que je dois le faire et à chaque fois je le repoussais, je disais je le ferai la prochaine fois. Mais là, ça y est, j'ai pris les devants, j'ai acheté la pièce. On va le faire maintenant une bonne fois pour toutes, comme ça on commence l'année comme il faut. Et la pièce qu'on a à changer, c'est le joint du support du filtre à huile. Ça fait vraiment longtemps que ça fuit. Quand j'avais sorti le moteur, mon père il m'avait dit de le faire parce que moi en fait je pensais que ça venait du capteur Arbacam parce que j'avais plus de joint dessus, donc forcément ça coulait par ici. Mais mon père il m'avait dit à 90% c'est sûr que lui aussi il fuit. Moi, intelligent que je suis, je l'ai pas fait quand le moteur était dehors. Donc maintenant on va devoir le faire parce que vraiment ça fuit. C'est pas abusé, mais quand même, depuis que j'ai refait le joint de culasse dessus, le moteur il était propre, il n'y avait pas un pet d'huile. Et là, je vais vous montrer, il y a quand même pas mal d'huile. Du coup, j'ai acheté ce petit joint chez BM, ça vaut 6 € si jamais. Et si vous voulez la référence, vous l'avez. C'est le joint qui est derrière le bloc du filtre à huile. Donc j'ai jamais fait ça encore sur aucun de mes moteurs. Donc là ça va être l'occasion pour voir comment faut faire ça. Pour le changer, je sais pas s'il y a besoin de sortir l'admission ou non. Moi je vais le faire dans tous les cas. Comme ça en dessous je vais pouvoir vérifier 2-3 trucs que je voulais vérifier. Et en même temps je vais pouvoir nettoyer bien le bloc. Et vu que l'admission sera démontée, on pourra accéder aussi beaucoup mieux à la sonde de pression d'huile. Que pour ceux qui se souviennent, quand j'étais au CKB, j'avais eu un souci avec mon mano de pression d'huile. Quand je roulais, j'avais mon mano qui montait jusqu'à 10 bars de pression. J'avais prévu de regarder ça dans cette vidéo. Quand j'ai fait l'intro de la vidéo, et vous avez pu remarquer que quand j'allume les manomètres, ils montent directement à 10 bars. Et quand ça fait ça, en fait, c'est tout simplement quand il reçoit pas l'info de pression d'huile, il se met directement à 10 bars. Après avoir fait l'intro, je suis juste sorti et vérifié là derrière. Et déjà, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de vert de gris sur le dessus. Après, je pense pas qu'il y en ait en dessous, mais je suis juste allé voir si c'était bien serré. Et le premier, juste ici, là, il était plus serré. J'ai pu faire 2 tours pour qu'il soit vraiment bien serré. Donc, à mon avis, c'était juste ça le problème. Avec les vibrations, ça faisait que des fois, il y avait contact et des fois, il n'y avait pas le contact. Normalement, ce souci-là, c'est réglé. Je suis content parce que si j'avais eu un problème de pression d'huile, vraiment, ça m'aurait fait grave chier. Et on va en profiter aussi du coup pour faire une vidange avec un nouveau filtre comme d'habitude. Je vais faire aussi un petit tour de tout le reste pour voir que tout aille bien. Un petit tour au niveau des trains roulants, voir que mon triangle tordu ne s'est pas tordu beaucoup plus. Sinon, ben, ouais, quoique je pense qu'il s'est un petit peu plus tordu là. Là, je le vois à l'œil nu qu'il est tordu. Avant, on le voyait pas trop. Peut-être qu'à un moment, on va devoir quand même envisager des nouveaux triangles, voire directement un nouveau kit d'angle complet. Ça me fait chier un petit peu de racheter un kit d'angle plus gros parce que franchement, là, pour le setup que j'ai, je trouve vraiment nickel. Je kiffe de fou comment elle est comme ça. J'ai vraiment peur qu'en prenant autre chose. Oh là, mon gars, ça s'appelle les réflexes. Attends, tu sais quoi, de toute façon, on a fini. Je vais fermer ça avant de me le prendre sur la gueule. Après, je pense bien évidemment, si je passe sur un autre kit d'angle, ça sera aussi bien. Mais vu que là, j'ai un bon truc et que ça m'a pas coûté cher, je préfère garder ça le temps que ça va. Les pièces sur la E36, on va non pas parler du partenaire de cette vidéo, mais de la deuxième E36 que vous avez pu voir au début. J'avais fait l'intro d'une de mes anciennes vidéos dans cette E36. Et bien évidemment, ça a attisé votre curiosité. Et donc, du coup, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram pour me dire que ça y est, j'ai racheté une nouvelle voiture et tout. Donc, je vais vous en parler très vite fait parce que ça va pas être un projet de ouf sur la chaîne. Et surtout, je risque très certainement de pas la garder. Elle risque de partir à la casse. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Je vais juste me mettre à l'intérieur parce qu'il fait froid de ouf et il y a un petit vent. Il y a quelques semaines, j'avais fait un post sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. Pour dire comme quoi je cherchais une E36 et j'en cherchais une pas pour faire un projet de fou comme la E36 ou la E30. C'est juste histoire de la claquer au sol, mettre des jantes et rouler avec tous les jours. Parce que bon, j'ai la E39 pour tous les jours. Ouais, c'est bien surtout l'hiver parce qu'il y a les sièges chauffants. J'ai toujours roulé en E30 ou en E36 tous les jours en daily. La E39 c'est bien, il y a le confort, mais ça me manque trop tout ça en fait, tu vois. Les ciels de toit qui se décollent. Les panneaux de porte qui se décollent aussi, les sièges déchirés, même cet intérieur et tout, la boîte manuelle aussi, parce que sur la E39 j'ai une boîte auto. Bref, en gros je voulais juste m'en reprendre une pour rouler avec tous les jours. Et voilà, je comptais pas vous faire 2 vidéos sur la E36 que j'allais acheter, tout simplement parce qu'on a déjà 2 voitures sur la chaîne, donc la E30 et la E36. C'est 2 projets assez gros, même si la E36 là, on va pas faire non plus des trucs de ouf pour l'instant, on va surtout rouler avec. Mais par la suite, il va y avoir beaucoup de trucs dessus quand la E30 sera finie. Fait déjà 2 gros projets à suivre sur la chaîne, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de me perdre en rajoutant une 3e voiture, surtout qu'on va rien faire de fou du tout dessus. Et en plus de ça, très certainement cette voiture je vais pas la garder parce que il y a un petit peu de rouille, dont un endroit qui est assez critique. Donc c'est pour ça que là je vais la rentrer dans la grange, je vais la lever, démonter, voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Sinon malheureusement je pourrais pas la sauver, il va falloir la jeter et la mettre à la casse, ce qui est vraiment dommage. Je vais vous faire maintenant un tour très rapide de la voiture et ensuite moi je vais commencer à attaquer, voir si on peut faire quelque chose ou non. C'est une 316 phase 1, les toutes premières. Elle a le petit volant 4 branches, il est vraiment affreux ce volant sur le 36, c'est incroyable. Elle a la direction assistée, les vitres électriques à l'avant, les petits sièges déchirés, tu connais.
Mais l'arrière, franchement, il est salement propre. Le ciel de toit, il avait déjà été refait en noir, sauf que bah, la néoprène, là, elle n'avait pas bien prise. Donc, il se décolle. Mais sinon, il est tout neuf. La caisse, elle a 270 000, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, elle n'a même pas encore passé les 270 000. Il démarre nickel. Il tourne nickel. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de la jeter, la caisse, parce que ça pourrait faire vraiment une petite caisse sympa pour pas cher du tout. Et en plus, moi, perso, ce que je kiffe, c'est qu'elle est en diamant schwarz. Et je kiffe vraiment trop cette couleur. C'est une des couleurs les plus simples sur le 36, mais qui est grave stylée. On a un petit silencieux modifié, des jolis petits pneus. Bam, regardez, ça c'est beau ça. Après la caisse, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas ces jantes là, il y avait des BBS dessus. Donc ça aussi c'était incroyable, j'ai remarqué que à la maison que c'était des vrais BBS. Je les ai démontés de la voiture et j'ai foutu ça en attendant. Après sinon en soi niveau carrosserie, elle a pas trop de bosses, pas trop de rayures, ça va encore, tu vois, genre pour son âge et les kilomètres, c'est propre, il y a juste cette aile qui a déjà été changée. Mais sinon c'est ouf. Moi ce qui me choque vraiment le plus les gars sur la caisse, c'est qu'il y a tout qui fit parfait. Genre regarde le clignotant, je crois que j'ai jamais eu une E36 avec le clignotant qui fit autant, avec le joint tout parfait. Frérot, si je te montre ça là, regarde ça, moi je suis habitué à ça d'habitude. En plus de ça, ce qui est top, c'est que c'est des vrais phares jaunes. Et là attention les gars, vous n'êtes pas prêts, je vais vous montrer ce que c'est la vraie puissance. Êtes-vous prêts à être ébloui par autant de puissance qu'un joli 316i? Ça me fume quand même comment genre il y a trop de place, c'est abusé. Tout ce que tu veux faire, tu accèdes direct en fait, tu démontes juste le débitmètre et ce manchon là, frère, tu as accès à tout ce côté, tout ce qu'il y a sous l'admission, c'est complètement fou en vrai. Dans quelques instants de toute façon je vous dirai s'il y a un part à la casse ou non. Donc si jamais il y a un part à la casse, je vous mettrai un post sur Instagram pour vous dire les pièces qu'il y aura à vendre. Moi je vais récupérer le pont, la transmission, les trucs qui pourraient potentiellement me servir pour ma drifteuse et voilà, après tout le reste ça sera à vendre. Enfin bref, je vous ferai un post sur Instagram. Je viens de démonter là où c'est mangé, donc un côté, l'autre côté c'est j'ai tapé avec le tournevis, c'est encore dur, et ce côté là c'est je suis cache passé à travers. Bah déjà je pense juste qu'avec ça vous avez compris un petit peu qu'on va pas pouvoir faire grand chose avec la E36. On va pas pouvoir la sauver malheureusement. Incroyable comment c'est mangé. Moi ce qui me fume c'est que vous voyez ça là, c'est une des fixations du train arrière, faut que d'ici. On le voit, il est tordu carrément le truc. Je comprends mieux maintenant pourquoi quand je tourne à gauche à droite, ça sautille un petit peu derrière, tu vois. Alors qu'il n'y a pas de pont soudé. T'as beaucoup trop de taf à faire. On va juste, du coup, la mettre à la casse, récupérer les pièces qu'il y a à récupérer. C'est dommage en vrai, tu vois. C'est parti, on est prêt pour commencer à attaquer la E36. Alors du coup, on va faire le joint du support du filtre à huile comme je vous l'ai dit juste avant. Mais on va pas faire que ça, on va en profiter pour faire un petit peu 2-3 petites conneries. On a la courroie accessoire à changer parce qu'elle est craquelée. Je vais démarrer la voiture aussi, je vais vous montrer. J'ai un des galets qui commence à rendre l'âme, du coup ma courroie bouge un petit peu comme ça. On va aussi en profiter pour supprimer ce truc là. Donc normalement ça c'est censé aller dans la boîte à air d'origine. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'avais pas supprimé ce truc là plus tôt. Vous avez pu voir que la courroie bouge quand même pas mal, donc on va en profiter pour aussi changer les deux galets, vu qu'à mon avis ils sont encore d'origine du moteur, donc ça lui fera pas de mal dans tous les cas. C'est parti, première chose qu'on va faire c'est vidanger le bloc. On va d'abord laisser chauffer la caisse parce que là j'ai de la 1060 dedans et vu comme il fait froid, elle est bien épaisse, donc il n'y a rien qui va couler quasiment. Le support du filtre à huile, je vais en profiter aussi pour lui faire un bon nettoyage pour enlever toute la merde qu'il y a dedans. Comme ça on repartira sur de la nouvelle huile, tout sera propre, tout sera nickel. Donc écoutez les frérots, c'est parti, on attaque ça. Pendant que la voiture était en train de chauffer, je me suis dit je vais activer mon ventilo et j'ai essayé de l'activer sauf qu'il ne s'est rien passé. Donc au début je me suis dit que c'était peut-être mon bouton qui avait un petit souci. Donc j'ai regardé les brochements vite fait, tout a l'air nickel. Sauf que ensuite je suis allé à mon fusible et là j'ai pu remarquer que il a eu un petit peu chaud quand même. J'avais pas du tout remarqué quand j'étais au Bourbonnais ni au CKB que il a carrément fondu le fusible.
Je sais pas du tout en plus ce que j'avais mis comme fusible, donc si ça se trouve en fait j'avais mis peut-être un trop grand. Franchement je saurais pas du tout vous dire là. Ça va nous faire un petit peu plus de taf que prévu, mais c'est pas grave. Heureusement que je l'ai vu maintenant et pas une fois qu'on était sur piste, parce que là ça aurait été un petit peu plus embêtant. Allez c'est parti, on attaque pour enlever l'admission. L'admission est enlevée, ça y est, on va pouvoir supprimer ce truc-là, vu que de toute façon, là, il va un peu nous faire chier, vu qu'on va devoir enlever l'alternateur et tout. Donc, on va en profiter pour le faire directement. Et pour supprimer ça, ça va être très facile. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la durite qui est ici. On va aller à peu près jusqu'à ici. On va la couper à cet endroit-là. Et ensuite, on va juste enlever la partie qui est sur le papillon. Donc, celle-là, on va la débrancher. On pourra enlever du coup tout ce qui nous sert, nous, à rien. Et on va rebrancher directement à partir de là sur le papillon. Et ça sera fini. Et voilà, 5 minutes plus tard, c'est bon, c'est modifié. Donc maintenant, pour ça, on est tranquille. On va pouvoir passer au support du filtre à huile. Pour ça, il va falloir enlever l'alternateur parce que comme vous pouvez voir, là derrière, il y a deux petites vis qu'il va falloir enlever pour le support. Et en plus de ça, on va en profiter aussi pour, comme je vous l'ai dit, changer le galet qui est ici, plus le tendeur qui est un petit peu plus bas. Donc, on va démonter tout ça. Comme ça, déjà, on va accéder à ça et en même temps, on va pouvoir changer ce qu'il faut changer. C'est parti, dernière ligne droite pour enlever le support du filtre à huile. Donc on va avoir la vis qui est ici, celle qui est là-bas. Ensuite on en a 4 comme ça, là vous les voyez toutes. Et on a une dernière qui est juste là derrière. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal d'huile, surtout là, tout le long du bloc. C'est vraiment abusé. De toute façon, une fois que le support sera démonté, on verra beaucoup mieux. J'ai démonté aussi les deux galets. Celui-là est encore en assez bon état. Il a un tout petit jeu, c'est pas énorme. Mais le roulement, il est bon. Mais par contre, le deuxième, je l'ai resserré à fond et il a vraiment pas mal de jeu et en plus de ça, on entend que le roulement est mort. De toute façon, quand je démarrais la voiture, il y avait toujours un petit bruit devant. Donc, ça venait tout simplement du galet. Donc, maintenant, avec tout en neuf, on sera tranquille, il n'y aura plus ce petit bruit. L'alternateur, vu qu'il est dehors, je vais aussi en profiter pour faire un coup de propre dessus parce que depuis toutes ces années, il a vraiment bien pris tarif. Dites-moi si vous aussi, vous avez eu cette galère. Je sais pas pourquoi, l'écrou qui est ici, il est bloqué, mais un truc de fou. Et j'avais jamais réussi à l'enlever. Là, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'enlève l'alternateur pour pouvoir sortir le bloc du filtre à huile. Et bon, forcément, c'est la cosse qui a pété. Donc là, je vais essayer de le sortir. Il veut vraiment pas se desserrer. Et ça fait que sur la caisse, quand j'essaie de desserrer, en fait, il y a la cosse qui venait tourner avec au moment où il y a tout qui a pété. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il veuille bien se desserrer, sinon ça va poser un petit peu problème. En fait, la vis que je vous ai montré devant il y a 2 secondes, vous n'avez pas besoin de l'enlever pour le support du filtre à huile, c'est juste en fait pour le support du galet tendeur. Maintenant que le support est enlevé, on peut voir le tas d'huile qui a squatté ici depuis un bon moment. Le joint, il est bien sec. Quand j'ai voulu le décoller, il s'est directement cassé ici. Donc là, il était vraiment temps de le changer. Avant de passer au remontage, on va d'abord se retrouver demain pour pouvoir passer un bon coup de nettoyage sur toutes les pièces que je vous ai dit. Et demain, je devrais aussi recevoir les 2 galets avec la nouvelle courroie. Si on a tout ça, on sera tout bon pour remonter. J'ai fini de tout nettoyer, on va pouvoir passer au remontage. J'en ai profité aussi du coup pour nettoyer à l'intérieur du filtre. Comme ça au moins là, dans les prochaines vidanges, on pourra directement voir s'il y a des nouvelles merdes ou non qui vont apparaître. L'alternateur, j'ai nettoyé le plus que je pouvais. Donc bon, il y a mieux, mais ça fera largement le taf comme ça. Et j'ai reçu aussi le kit accessoire. Donc on a le premier petit galet qui correspond à celui-là. Ensuite le deuxième
qui est celui-ci qui est mort. Et pour celui-là, je savais pas s'ils allaient donner juste cette pièce-là ou le support avec. Et pour le coup, ils ont donné juste la pièce. Donc, faudra juste encore que je nettoie celui-là parce que j'ai oublié de le prendre aujourd'hui pour le nettoyer au taf. Et bien évidemment, dans le kit aussi, la nouvelle courroie. C'est parti, on peut remettre le support du filtre à huile, l'alternateur et tout le kit accessoire. Ça y est les frérots, je viens de finir de tout remonter. Donc là maintenant on va pouvoir mettre de l'huile dans la E36 vu que ça y est j'ai reçu les bidons. Et ça va être le moment de vérité, voir si j'ai bien tout remonté. On verra s'il y a de l'huile encore qui coule à gauche et à droite. On va aussi pouvoir vérifier du coup la courroie, voir que j'ai bien remonté et qu'il n'y a pas un galet qui va se faire la malle. Et franchement ici le fait qu'il n'y ait plus les deux durites d'eau avec la petite sonde qui passe, ça fait 10 fois plus propre. On accède directement au bocal là-bas derrière, il n'y a plus besoin de trifouiller ou quoi. Le fait du coup que j'ai nettoyé l'alternateur et le support du filtre à huile, ça fait aussi beaucoup plus propre comme ça. D'habitude comme huile dans la E36, je mets de la 1060 Castrol vu que sur piste elle prend vraiment tarif, on est quasiment tout le temps au rupteur et je lui fais vraiment pas de cadeau, c'est pour ça que je préfère mettre de l'huile de qualité et être sûr d'avoir quelque chose de bien. Et pour ceux qui savent pas, entre le moment où j'avais le M50 dans la E30 et le moment où je l'ai passé dans la E36, j'ai refait le joint de culasse tout simplement parce qu'il était mort. Et durant les deux sorties drift que j'ai fait avec la E36, donc la sortie au Bourbonnais et la sortie au CKB, j'ai pu me rendre compte que la 1060 elle mettait vraiment beaucoup de temps à chauffer. Forcément avant, vu que j'avais un joint de culasse sur le moteur, ça montait beaucoup plus vite en température. Après ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les deux sorties je les ai fait vers la fin d'année, donc il faisait assez frais, c'était pas des températures de fou, ça caillait quand même un petit peu. Malgré que la voiture je la fasse chauffer sur place, même si je la laisse tourner 20 minutes et que je fais un ou deux tours tranquille, elle n'arrive pas à monter aux 90 degrés d'huile. Et 90 degrés d'huile, je les ai après 3-4 tours où j'ai déjà bien envoyé, donc pour le moteur c'est vraiment pas top du tout. Et c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de changer d'huile pour l'hiver, et la 1060 on la gardera vraiment pour l'été et quand il fera vraiment chaud. Et à la place de la 1060 on va passer sur de la 1040, ça suffit vraiment largement. La différence entre les deux, on la sent quand même énormément. Rien que de toute façon, quand vous versez le bidon dans le moteur, la 1060 quand elle est froide, elle met vraiment 150 ans à couler, c'est un truc de ouf. C'est une des raisons pour laquelle c'est pas top d'avoir ça l'hiver et que ça met du temps à chauffer, c'est que vu que l'huile va être un peu trop épaisse, ça va forcer un petit peu sur la pompe à huile. Ça peut aussi vous générer d'autres problèmes à d'autres endroits, que forcément dans les moteurs vous avez des tout petits endroits avec des tout petits conduits et forcément si l'huile est épaisse, ça va avoir du mal à passer. C'est possible que à des endroits il n'y ait pas le bon graissage et tout, donc c'est vraiment pas top. C'est pour ça que vraiment je vais la garder uniquement pour l'été. Maintenant que le joint de culasse est fait, je sens que l'hiver il y a vraiment pas besoin de mettre ça. J'ai fait mes petites recherches du coup sur de la 1040 et je voulais pas mettre une 1040 toute simple parce que c'est quand même des moteurs qui prennent cher tout le temps. À chaque fois que je sors la voiture, c'est jamais pour rouler tranquillement avec. À chaque fois qu'on la sort c'est sur piste, donc forcément elle est quasiment tout le temps rupteur. Donc je pense que de l'huile toute simple, basique, ça va pas être le top, elle va pas tenir longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur de la 300V. Il y a vraiment beaucoup de bons retours sur cette huile là. On va tester ça, on verra ce que ça dit. Et normalement le prochain roulage que je vais faire avec la E36, il y aura pas des températures de fou encore. Donc ça nous permettra aussi de pouvoir comparer à la 1060, voir si j'arrive à monter en température comme il faut. Et surtout, si après quelques tours, ça va pas monter plus haut que de la 1060. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que c'est vraiment le mieux à faire de prendre une huile où j'arrive à monter en température comme il faut. Parce que parfois je dois sortir un petit peu plus tôt du circuit parce que la voiture chauffe un petit peu plutôt que taper dedans quand elle est froide et que l'huile n'est pas à température d'utilisation. C'est parti, on va pouvoir mettre ça dans la E36 et bien sûr le petit nouveau filtre tout neuf. L'huile c'est good, on va juste débrancher la pompe à essence pour éviter que la voiture indémarre alors qu'il n'y ait pas encore de pression d'huile en haut. Là ça risque de poser un petit souci s'il se passe ça, même si c'est que quelques secondes. Après bon, il fait -2 plus l'éthanol qui date d'il y a 6 mois. Elle n'aurait pas démarré directement, mais bon, je préfère prendre mes précautions. On va juste débrancher la pompe. Je sais plus lequel c'est, du coup on va enlever les deux. Voilà. Et c'est parti, on va pouvoir tester ça. Ah oui aussi, si jamais, j'ai fait ça aussi hier soir. J'ai remis un nouveau porte-fusible avec un nouveau fusible par rapport aux watts que ça consomme et tout. J'ai mis le bon fusible, chose que je pense que j'avais fait avant aussi. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais bon, on va tester avec un porte-fusible plus gros parce qu'avant, moi, ma section du câble a été beaucoup plus petite que ça. C'est ça aussi qui est un petit peu tout niqué. Il me restait juste à faire la petite cosse ici, sauf que j'en ai pas. Donc faut juste que j'en trouve une et que je le fasse. Mais sinon, en tout cas, maintenant, ça marche. J'ai testé quand même déjà comme ça. Et il n'y a pas de souci, j'ai parlé beaucoup trop vite. Ouais, la batterie aussi, c'est mieux pour démarrer.
Et cette lampe, elle est tombée je sais pas combien de fois. À chaque fois, je la rattrape au bord du gouffre. Et bah d'ailleurs, on a perdu un soldat. Celle-là, elle a décidé de ne plus fonctionner. Après, s'être pris 2-3 high kicks de Justin aussi, comme ça. Attends, wesh. Ouais, c'est un peu normal, tu vois, qu'elle marche plus trop bien. Je sais pas pourquoi je stresse, comme si j'avais jamais démarré ce moteur alors que j'ai juste changé un joint. Mais je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai le même stress que quand je fais un swap. Allez, petit voyant d'huile, éteins-toi, surtout que j'ai bientôt plus de batterie. Je vais chercher une batterie que je vais mettre par-dessus ma batterie. Comme ça, ça va un petit peu moins galère parce que là, je sens que vraiment la batterie de la E36, là, elle est au bout. Allez, on est reparti. Ok, ça vient, ça vient. Ok, bon, le voyant il s'est éteint, ça c'est une bonne chose. On va faire encore un petit peu histoire que là on soit good. Voilà. Maintenant, vu que le bocal est rempli, on va pouvoir directement regarder s'il y a une fuite tout autour ou non. Déjà, est-ce que par terre il y a quelque chose? Il n'y a rien du tout par terre, ça c'est une bonne chose. Ensuite, là autour. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite pour le moment. On va pouvoir brancher la pompe à essence et démarrer. Tchac, tchac. Vous allez voir qu'est-ce que c'est un démarrage à froid avec ma E36. Bon, la pression, on est good. Maintenant, je vais regarder au niveau de la courroie. Il n'y a plus le bruit du galet comme avant. Il y avait un bruit dégueulasse. Là, il n'y a plus du tout. Oh, c'est incroyable. Franchement, c'est un petit détail, mais ça change tout. Ça tourne nickel. Tout a l'air nickel sur la E36. Pour la nuit, on va laisser un petit carton sous le moteur et on reviendra demain pour voir s'il y a des tâches. Petit colis pour une prochaine vidéo. On est le lendemain les refs, je viens d'entrer. On est le lendemain les refs, je viens de rentrer du taf. On va retirer le carton de dessous de la E36. On va voir si c'est rempli d'huile ou pas. Attention. Bam, ça c'est beau ça. Il y a juste une petite tache ici, mais ça c'est ma DA. Fallait juste que je resserre un collier. Il y a une petite fuite, mais c'est une goutte tous les 70 ans, donc c'est pas très grave. Et bah écoutez, on va prendre une petite lampe, on va regarder vu que j'avais bien tué tout le long du bloc. Donc normalement c'était vraiment sec de chez sec. C'est même pas le collier, vous voyez, pour la direction assistée, c'est juste sur la crémaillère, il faut que je resserre un tout petit peu. Ça a l'air top. Au niveau du carter, on n'a rien du tout. Hier, je l'ai pas non plus fait tourner 3 heures. Je pense qu'il devait y avoir une fuite, on l'aurait vu. On verra au prochain roulage, on fera attention à ça. Et ben, on pourra voir surtout si il y a peut-être une fuite autre part encore à régler. Que maintenant, on sait que ce joint-là est tout neuf. Voilà, c'était un petit épisode sur le E36 pour remettre le M50 d'appoint. Dans cette vidéo, j'ai pu faire des choses que je voulais faire depuis un petit moment et qui en soi ne prennent pas non plus trop de temps. Au moins là, maintenant, on repart sur une bonne base pour toute l'année. On va encore installer 2-3 petites choses qui sont un petit peu plus esthétiques. Et là, ça va faire plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de trucs esthétiques sur que ce soit sur la E30 ou sur la E36. Installer des pièces mécaniques, faire de la mécanique, c'est sympa, mais faire un petit peu de tuning et encore mieux, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le truc, je crois, que je préfère faire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.